C'est pas on ne le connaît pas en dehors de certains milieux extrémistes religieux. Il écrit un livre qui s'appelle « Traité pour un État islamique ». Et il pose les fondements d'un État islamique. Parce on était à l'époque, dans tout le monde arabe, dans une voie, disons, de laïcisation, avec l'émergence de mouvements nationalistes, dans le cadre de la décolonisation. Et vous savez, par exemple, quelqu'un comme Nasser était vraiment très hostile aux frères musulmans, très hostile au port du voile. Et Khomeini, il fait partie de cette réaction qui ensuite va s'emparer de l'ensemble du monde musulman, après 1979, mais on a vraiment là le laboratoire de l'islamisme avec quelqu'un qui conçoit l'islamisme comme une réaction contre la modernité, contre l'Occident, contre les Juifs. Parce que pour revenir justement à Israël, les pays arabes ne lui livraient pas de pétrole, donc c'était l'Iran qui approvisionnait Israël en pétrole, et en échange, Israël livrait des armes. Oui, alors vous savez, il y avait évidemment une entente tacite, implicite, une grande complicité, alors qui reposait sur l'histoire, et l'une des plus anciennes du monde. Cela fait 2500 ans qu'il y a des Juifs en Iran, et vous savez, il y en a encore aujourd'hui. C'est difficile pour eux, mais il y a encore des Juifs aujourd'hui en Iran, et il n'y a pas plus iranien qu'un Juif iranien. Ils se sentent vraiment... C'est leur pays. Et d'ailleurs, on me racontait récemment une anecdote d'un Juif iranien qui disait à un islamiste, un musulman très pratiquant, il disait « Mais attends, toi, t'es arrivé avec la conquête arabe, t'es arrivé il y a 1500 ans ou il y a 1000 ans. Moi, je suis là depuis 2500 ans. Et donc, les Juifs représentent un nationalisme qui est vraiment iranien. Ils sont iraniens. Et donc, il y avait des traditions d'amitié. Alors, il y avait aussi de l'antisémitisme, comme partout, mais des traditions d'amitié. Et puis, il y avait sur le plan politique, le Shah, comme il était inscrit dans le cadre d'une alliance occidentale, même s'il avait parfois des velléités d'indépendance à l'égard des États-Unis, de double jeu avec la Chine, la Russie, et à un moment donné, il a eu la grosse tête. Il s'est vraiment pris pour une très grande puissance, et c'est ce qu'il a perdu. Mais disons qu'il y avait évidemment cette alliance tacite avec Israël. En même temps, elle ne pouvait pas être assumé politiquement auprès des masses iraniennes, et notamment auprès du clergé, mais il y avait une alliance évidemment qui manque aujourd'hui au Moyen-Orient. Alors à la suite de ce discours, l'ayatollah Khomeini est mis en prison, il est ensuite relâché, et un an plus tard, un autre discours où il dénonce une loi qui accorde au personnel militaire américain une extraterritorialité, donc un privilège, et là, le Shah se fâche et l'ayatollah Khomeini est expulsé. Oui, alors c'est vrai que vous savez, bon, ça a été la martyrologie de Khomeini, le pauvre, il a été expulsé. Bon, quand on voit ce que les islamistes ont fait de leurs opposants, il n'a été que expulsé. Il a dû partir en Irak, où il a continué ses activités, et d'une certaine manière, le fait de l'avoir expulsé lui a donné une aura supplémentaire. Alors, il a échappé à la mort, oui. Il a échappé à la mort, et c'est comme ça qu'il est devenu ayatollah. Il n'était pas ayatollah. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme un professeur de lycée, il n'est pas professeur d'université, c'est pas la même chose. Et on lui a donné ce titre. Michel Thoman, vous comparez un ayatollah à un professeur d'université.